Salut à tous, c'est Naru, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire cette séquence parce que je vois beaucoup de youtubeurs qui se disent professionnels et qui font pas mal d'erreurs. Beaucoup d'entre eux vous parlent de performance des pièces les unes par rapport aux autres, mais aucun ne vous dit comment choisir vos pièces. C'est pour ça que je me suis dit qu'on allait y remédier en faisant cette vidéo. Donc si monter un PC est assez obscur pour vous ou si vous avez peur de vous lancer, cette vidéo est pile poil faite pour vous. Et si vous vous y connaissez, une petite piqûre de rappel ne fait jamais de tort. Allez, c'est parti! Accrochez-vous les petits loups parce que la vidéo sera assez technique, mais pour ne pas tous vous perdre et compliquer la vidéo, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications. Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille de faire une petite recherche Google ou de me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai volontiers. Pour faciliter les choses, je vous ai fait un petit schéma. Je vous mettrai un lien de téléchargement en description. Sur ce schéma, nous trouvons 7 éléments que sont le processeur, la carte mère, le stockage, la mémoire vive, le boîtier dans quoi sera contenu tout le PC, ainsi que l'alimentation et la carte graphique si vous faites du jeu vidéo, du traitement vidéo ou du rendu, et votre moniteur. Chaque pièce comporte plusieurs caractéristiques qui doivent correspondre à d'autres caractéristiques d'autres pièces pour fonctionner. Nous allons voir tous ces liens et je vais tout vous expliquer. Dans un premier temps, nous avons le socket du processeur qui doit correspondre au socket de la carte mère. Donc le socket, c'est l'emplacement physique où va se positionner le processeur sur la carte mère. Le rôle du socket, c'est vraiment accueillir le processeur et faire office de première barrière pour éviter de mettre des processeurs qui ne sont pas compatibles sur votre carte mère. Il en existe toute une multitude qui varie plus ou moins en fonction des générations de processeurs, bien que dans certaines marques, notamment chez AMD, on garde vraiment longtemps le même socket, ce qui favorise évidemment le changement de processeur. Parlons-en justement chez AMD, nous avons pour l'instant grosso modo le AM4 qui fonctionne aussi bien pour les Athlon, pour les Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 et Ryzen 9. Les Threadripper par contre disposent d'un socket différent. Chez Intel, nous avons les sockets 1151, les 2066 ou encore plus récemment les 1200. Ensuite, nous avons le chipset de la carte mère qui doit être compatible avec le processeur. Le chipset, en quelques mots, c'est le micro-logiciel intégré à votre carte mère, ou aussi appelé BIOS de façon générale, qui va faire office de pierre angulaire pour faire fonctionner toutes vos pièces ensemble. Un chipset peut accueillir plusieurs processeurs différents. L'inverse est également valable dans une certaine mesure, puisque bien souvent, pour changer de processeur, avoir un processeur plus récent, il faut mettre à jour son chipset. La liste des chipsets compatibles avec un processeur est fourni bien sûr par le fabricant du processeur. Il suffit de vous rendre sur le site du fabricant Intel ou AMD. L'inverse est également valable. Le fabricant de la carte mère, par exemple Asus, Gigabyte ou MSI, fournissent la liste des processeurs compatibles avec quel chipset. La fréquence de la mémoire vive doit tenir compte de 3 pièces, le processeur, la carte mère et la barrette RAM. La mémoire vive de façon générale, donc la RAM, fonctionne à plusieurs fréquences, donc plusieurs vitesses différentes, et cette vitesse s'exprime en Hertz. Le processeur et la carte mère acceptent une certaine plage de fréquences. Il faut donc ne pas dépasser la valeur maximale et ne pas descendre sous la valeur minimale. J'ai choisi une carte mère comme exemple, la Asus Strix B450E Gaming. Pour la petite information, le B450 c'est le chipset. Si on regarde dans la liste des RAM compatibles, la valeur minimale est de 2133 MHz et la valeur maximale est de 3533 MHz. Ceci mis en parallèle avec les fréquences prises par le processeur, ici pour l'exemple un AMD Ryzen 7 1800X qui accepte des fréquences de 2133 à 2666 MHz. Nous avons donc 3 possibilités. Cette vidéo n'a vraiment pas pour vocation de vous conseiller une pièce plutôt qu'une autre, je ne fais pas de comparatif, mais c'est gratuit, je vais quand même vous donner l'information. Prenez la fréquence la plus haute. Il faut savoir qu'entre les différentes fréquences, il y a à peu près 10-15 FPS en jeu de différence. Si vous n'avez pas trop de budget ou si vous êtes sur de la bureautique, utilisez de la 2400. Si vous faites du jeu, prenez de la 2600 ou plus, mais ne dépassez pas les 3000 MHz. Franchement, ça sert à rien du tout.
à part dilapider votre budget, et les écarts de performance à partir de 3000 sont vraiment minimes. Petite précision, ici je ne parle pas d'overclocking, on peut monter plus haut en fréquence grâce à un overclocking, mais cette vidéo s'adresse vraiment aux néophytes, on parle ici de réglage d'usine sans aucune modification. Si vous voulez de l'overclocking, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai peut-être une vidéo, mais pour l'instant c'est pas du tout le sujet. La norme de mémoire RAM fait également appel à 3 de nos éléments de notre schéma, la mémoire RAM, le processeur et la carte mère encore une fois. À l'instar du socket pour le processeur, la norme de la mémoire vive permet mécaniquement de rendre incompatible une norme avec une autre. Nous avons de la DDR2, de la DDR3, de la DDR4 actuellement. Vous ne pouvez donc pas placer de la DDR4 sur une carte mère prévue pour de la DDR3 ou de la DDR2. Passons tout de suite à la capacité de la mémoire vive qui s'exprime en gigas, 4, 8, 12, 16, 32, 64. La carte mère est limitée en capacité maximale, que ce soit au total mais par slot de RAM. Dans notre exemple, nous avons une carte mère qui peut accueillir au total 64 Go de RAM, mais uniquement 16 par slot. Le connecteur de disque dur de votre carte mère est bien sûr à matcher avec les disques durs, que ce soit du SATA 3 ou du M2. La différence entre les deux, c'est que le SATA 3 va requérir des câbles et se branchera dans des prises spécifiques. Quant au disque dur, il doit être installé dans une baie prévue à cet effet, contrairement au M2 qui ressemble à peu près à une barrette RAM. C'est un disque assez allongé, positionné directement sur la carte mère. L'avantage du M2, c'est que vous pouvez éventuellement bénéficier du protocole NVMe en PCI 3 ou en PCI 4. Le SATA traditionnel peut aller jusqu'à 550 mégas en lecture et en écriture, tandis que le NVMe en PCI 3 peut aller jusqu'à à peu près 3 gigas et demi en lecture et en écriture. On parle bien de vitesse par seconde. Et le NVMe 4, lui, peut monter jusqu'à 6 gigas et demi. La différence est énorme. Parlons à présent du format de la carte mère. En effet, il existe bon nombre de formats différents, mais les plus courants sont le micro ATX et l'ATX. Vous vous en doutez, le micro ATX est plus petit que l'ATX. La différence entre les deux, c'est bien sûr la taille, mais également le nombre de connectiques SATA ou M2 disponibles, mais également le nombre de slots de barrettes RAM. Le micro ATX en a généralement 2, bien qu'il existe des exceptions qui en disposent de 4. Les différences sont également un peu plus techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas ce qui vous intéresse ici. Sachez seulement que si vous avez un boîtier qui peut accueillir de l'ATX, il pourra accueillir du micro ATX, mais l'inverse n'est pas forcément valable. Effectivement, vous avez des tailles différentes dans les boîtiers. Si vous prenez un boîtier qui est trop petit, il ne pourra pas accueillir votre carte mère ATX. Si je prends comme exemple le boîtier que j'ai ici, le Be Quiet Silent Base 801, celui-ci peut aller jusqu'à une carte mère de taille IATX, qui est plus grand que l'ATX, et donc tous les formats en dessous peuvent être pris en compte, que ce soit de l'ATX, du micro ATX, du mini ITX. L'autre avantage d'avoir un boîtier plus ou moins grand, c'est que le refroidissement peut être plus optimal. C'est pas le sujet de la vidéo, mais en 2 mots, au plus le boîtier est grand, au plus vous pourriez installer 2 ventilateurs, vous pourriez également ranger les câbles plus facilement et donc laisser le champ libre pour un échange thermique plus optimal. Tant qu'on est dans les formats, parlons de l'alimentation. Il en existe plusieurs réellement, mais le plus courant c'est l'ATX 12 volts. Si vous vous dirigez vers une alimentation ATX 12 volts, peu importe la taille de boîtier que vous disposez, cette alimentation rentrera dedans sans problème. La seule chose à quoi il faut vraiment faire attention, c'est sa puissance, parce qu'en fonction de sa puissance, vous disposez de plus ou moins de câbles. Je m'explique. Vous avez sur la droite de la carte mère un connectique 24 pins et sur le haut de celle-ci un connecteur entre 4, 6, 8 pins pour le processeur. Si votre alimentation n'est pas assez puissante, elle ne disposera pas des connectiques suffisantes. Et ceci est également valable pour les connecteurs de la carte graphique qui souvent, quand c'est une carte graphique puissante, nécessite des connecteurs additionnels. Si vous faites de la bureautique, vous allez sur internet et ce genre de choses, vraiment des choses très basiques, 500 watts vous suffiront largement. Si vous êtes plutôt jeux vidéo, prenez entre 600 et 650 watts. Et si vous avez vraiment beaucoup de disques durs et 2 cartes graphiques, 750 watts ne seront vraiment pas du luxe.
La longueur dans la carte graphique, c'est un élément très important parce que si vous avez un boîtier en micro ATX ou en ATX mais avec une baie de disque dur, il y a de fortes chances que votre carte graphique ne passe pas ou vraiment tout juste. Donc il vaut mieux connaître la longueur maximale de votre carte graphique et se renseigner à propos de votre boîtier pour savoir quelle longueur maximale celui-ci peut accueillir. Si je prends comme exemple mon boîtier qui ne dispose pas de cage de disque dur, là j'ai vraiment pas mal de place, contrairement à un boîtier Antec NSK 4100 qui dispose d'une cage pour les disques durs et donc on sera limité en place. Les sorties vidéo ne sont pas non plus à négliger. Si vous prenez une carte graphique actuelle, elle dispose de l'HDMI et du DisplayPort. Certaines disposent également du DVI. Et pour les plus récentes, on a du type C déjà. Le but de la manœuvre, c'est vous assurer que les sorties vidéo de votre carte graphique correspondent à l'entrée de votre moniteur. Et enfin, la technologie de synchronisation d'écran, que ce soit Nvidia G-Sync ou AMD FreeSync. Sans trop rentrer dans le détail, il peut arriver qu'on ait des lignes dans l'écran, ce qu'on appelle des déchirures. Ceci est dû à une différence entre le nombre d'images par seconde, donc de Hertz, que peut afficher votre écran, et le nombre d'images par seconde que fournit votre ordinateur. Pour contrer ce problème, nous avons la synchronisation verticale, qui est également épaulée par les technologies d'Nvidia ou d'AMD. Vous vous en doutez, si vous avez une carte graphique AMD, il faut prendre un écran qui dispose de la technologie AMD FreeSync, et si vous disposez d'une carte graphique Nvidia, il faut prendre un écran qui dispose de la technologie Nvidia G-Sync. Il existe tout de même des ordinateurs qui n'ont ni l'un ni l'autre. Bon, c'est pas trop grave, hein, mais c'est un petit plus. Donc autant faire matcher les deux pour que tout soit vraiment optimal. Par exemple, avec mon écran LG juste ici derrière, j'ai choisi du AMD FreeSync puisque la carte graphique que je compte installer est une carte graphique AMD et que je dispose également d'un MacBook Pro 16 pouces dont la puce graphique est une AMD. On arrive à la fin de cette vidéo et si vous êtes toujours frileux de devoir acheter des pièces vous-même, sachez que LDLC et Topacha disposent tous deux d'un configurateur automatique qui tient compte de toutes les contraintes de compatibilité. Mais attention au chipset puisque bien souvent les sites de vente ou les constructeurs vous annoncent une compatibilité avec tel ou tel processeur à condition de faire la mise à jour du BIOS. Pour information, pour faire la mise à jour d'un BIOS, il faut disposer d'un processeur compatible. Si vous avez un doute sur la compatibilité de votre processeur et de votre carte mère, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, j'y répondrai volontiers. Ou contactez simplement votre revendeur. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, la cloche, tout ça, vous connaissez la chanson. Prenez soin de vous et de vos proches. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!